Schoedsack et Cooper ont pleinement vécu leur passion pour les grands espaces et les exploits physiques. C'est le poids de cette expérience qui donne la mesure véritable de leur cinéma, une œuvre d'une puissance poétique restée inégalée depuis 70 ans. Tourné en 1933, King Kong relate l'épopée d'un groupe d'explorateurs découvrant une jungle mystérieuse habitée par un grand singe. Le fauve, enlevé à son île natale, est emmené à New York comme animal de foire. Pour les beaux yeux d'une belle, incarnée par Fay Wray, le roi Kong est sacrifié par la civilisation au sommet de l'Empire State Building. Telle est la trame de King Kong, l'un des chefs-d'œuvre d'Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper. Je n'ai jamais su pourquoi mes parents m'avaient affublé de ce deuxième prénom, Beaumont. C'est vrai ça, pas facile de faire du cinéma lorsqu'on s'appelle Ernest Beaumont Schoedsack. Je suis né dans l'Iowa le 8 juin 1893. Mon enfance n'a pas été le théâtre de passions particulières, si ce n'est déjà un goût prononcé pour les expéditions à l'intérieur de mon territoire qui me semblait déjà trop petit. Je commence à travailler très tôt, en 1913, et débute à la Keystone comme cadreur. Mon apprentissage peut se résumer à une maxime que j'applique encore aujourd'hui et que Max Sennett me hurlait au moins 10 fois par jour. Débrouille-toi pour me trouver une solution, mais fais tourner la caméra. Fort de cette expérience, je décide de partir pour l'Europe. J'ai envie de bouger et de voir d'autres horizons. Je couvre le premier conflit mondial pour les actualités cinématographiques. De fil en aiguille, je m'engage ensuite dans la guerre russo-polonaise et aide des réfugiés à gagner l'Autriche. C'est là qu'un jour, je fais la connaissance d'un étrange petit personnage plein de vie au regard malicieux, Merian Caldwell Cooper. Moi aussi, je me suis souvent demandé pourquoi mes parents m'avaient donné ce prénom si désuet. Dans la petite bourgade de Jacksonville, en Floride, la naissance d'un Merian Caldwell Cooper ne pouvait passer inaperçue. Pourtant, mon parcours est tout ce qu'il y a de classique. Après l'école, j'étudie à l'Académie navale d'Annapolis, puis, poussé par les mêmes démons qu'Ernest, je deviens marin, puis journaliste. Mais je sens au fond de moi le besoin de m'engager pour défendre les valeurs auxquelles je crois. Exit la routine, je pars combattre au Mexique dans les troupes de Pancho Villa. Ce type d'existence me plaît. Et lorsque la guerre en Europe éclate, je me prépare en suivant une formation de pilote, puis je pars rejoindre le front. C'est là que je rencontre Ernest pour la première fois. Brièvement, car nous poursuivons chacun notre mission. En fait, j'ai formé la première armée de l'air polonaise. Après plus de 70 missions et un atterrissage forcé, je suis capturé par l'ennemi et passe 2 années en prison. Un matin, alors que les gardes se préparent devant le peloton d'exécution, je décide de m'évader. Après tout, qu'est-ce que je risque, puisque de toute manière la mort m'attend. Nous sommes le 12 avril 1921. Il me faudra 14 jours pour rejoindre la frontière, puis c'est la liberté. Je n'ai jamais été aussi heureux de revoir ce symbole m'ouvrir les bras à Ellis Island. De retour à New York, je travaille comme rédacteur au Times. J'y suis contacté par un aventurier pour tenir le journal de ses expéditions maritimes. Et c'est là que je repense à Ernest B. Schoedsack pour nous accompagner en tant que caméraman. C'est le début officiel de notre collaboration. Impressionné par Nanook l'Esquimau, le film spectaculaire de Robert Flaherty, Schoedsack et Cooper décident de tourner des documentaires en conditions extrêmes. C'est ainsi que Grass sera tourné en Iran et Chang en Thaïlande.
L'incroyable puissance de leurs films les fait remarquer des directeurs des grands studios d'Hollywood. Après avoir longtemps collaboré avec Jesse Lasky de la Paramount, les deux aventuriers sont recrutés en 1931 par David O. Selznick, qui vient de prendre la direction de la RKO. Sous sa direction, Schoedsack et Cooper produisent leur premier chef-d'œuvre, La chasse du comte Zaroff. En fait, j'avais lu le bouquin de Richard Connell. Pour résumer l'intrigue, c'est l'histoire du général Zaroff, ancien officier de l'armée russe impériale, passionné par la chasse aux grands fauves. Here on my island, I hunt the most dangerous game. Lorsque Sanger Rainsford échoue sur une plage de l'île, Zaroff trouve un adversaire à sa mesure. Half-drowned men from ships you've wrecked and drive them out to be hunted. I give them every consideration. Good food, exercise, everything to get them in splendid shape. To be shot down in cold blood. Oh, no, no, no. Oh, I admit with this annoying fellow. But usually I give them hunting clothes, a woodsman's knife, and a full day's start. Why, I even wait until midnight to give them the full advantage of the dark. And if one eludes me only till sunrise, he wins the game. Come, Rainsford. Say you will hunt with me. Hunt men? Say you will hunt with me! No. Après avoir tué le comte, Rainsford s'échappe de l'île maudite, emmenant avec lui la belle qui l'a sauvée. Marianne C. Cooper avait confié l'adaptation de la nouvelle à un écrivain de romans d'aventure, James Krillman, avec la consigne d'inclure dans l'intrigue un personnage féminin. C'est ainsi que la belle Eve Trowbridge intervient comme enjeu majeur de la lutte féroce qui se déroule entre les deux chasseurs. Le personnage incarné par Fay Wray deviendra la future fiancée de King Kong. And the prize? The prize? You may recall what I said last evening. Only after the kill does man know the true ecstasy of love. Fay Wray a longtemps été ma muse, mais notre relation est toujours restée platonique. Elle a joué pour moi dans Les 4 plumes blanches et trouva le rôle de sa vie en incarnant la fiancée de King Kong. Contrairement à la légende, cette belle actrice sensible, frémissante et déterminée ne fut pas la femme d'un seul rôle. Elle tournera pour les plus grands, Raoul Walsh, Michael Curtis et Gregory LaCava. Elle est absolument remarquable dans La chasse du comte Zaroff, où elle livre une interprétation supérieure à celle qu'elle donnera dans King Kong. Count Zaroff was so interesting, I didn't realize the danger. Dans la nouvelle adaptation, le général Kozak devient un aristocrate russe et Sanger Rainsford est rebaptisé Bob Rainsford pour faire plus américain. No, you didn't. I asked you if there'd be as much sport in the game if you were the tiger instead of the hunter. Gotcha now, Bob. Well, that's something I'll never have to decide. No? Listen here, you fellas. This world's divided into two kinds of people, the hunter and the hunted. Luckily, I'm a hunter. Ernest et moi avions décidé de prendre Joel McCrea, un jeune acteur de 25 ans alors peu connu, pour ce rôle. On se retrouvait tous les deux en lui et nous le considérions presque comme un petit frère. Nous voulions que tout ce qui touche au film transpire une sorte de mystère et d'angoisse. Dans les dialogues de la scène d'ouverture, il est fait référence à cet endroit dans le Pacifique,
afin de faire comprendre que l'île de Zaroff ne peut être localisée sur les cartes du monde. Elle est l'archétype de l'île mystérieuse, un territoire d'aventure fantastique. Une jungle de cauchemars sortie du cerveau humain dont émergera bientôt le roi Kong. Une végétation imaginaire sculptée par une lumière venue de l'au-delà, une matière mystérieuse. Cette matière dont sont faits les rêves. Pour se connaître réellement, une femme et un homme doivent se rencontrer physiquement. Pour deux hommes, cette rencontre surgit parfois lorsqu'ils vivent ensemble une situation dramatique qui les pousse à se dépasser. C'est exactement ce qui s'est passé entre Ernest B. Schoedsack et Marianne C. Cooper. L'épisode des balises sabotées par des naufrageurs est inspiré d'une authentique aventure qui leur est advenue en 1923. Ils purent dégager leur bateau des récifs avant que des pirates yéménites ne les attaquent. Cette aventure acheva de sceller leur amitié. Le bureau de New York de la RKO nous accorde un budget ridicule de $200 000. La chasse du comte Zaroff est tournée en un mois seulement dans les décors du studio de Culver City qui resserviront pour King Kong. It seems as though we've come miles. Yeah. Well, 3 hours doesn't take you far in this jungle. Une grande partie de l'équipe technique et artistique est commune de films. Mais c'est là que Marianne et moi nous sommes brouillés. What is woman? Even such a woman as this. Je me suis investi corps et âme dans la réalisation. Mais pour lui, Zaroff n'était qu'un film d'une importance secondaire. Un galop d'essai qui devait le conduire à son chef-d'œuvre. One passion builds upon another. Kill. Then love. Il interrompait fréquemment le travail et prenait les comédiens afin de leur faire effectuer des essais de costumes, de texte et de lumière pour notre prochaine production, King Kong. Ceci dit, le tournage, s'il fut rapide, n'en fut pas moins chaotique et nous avons dû mettre en œuvre toutes nos ressources communes pour tenir les délais. Même si je pensais déjà à Kong, je n'ai pas pris ce tournage à la légère. Dès le début, les problèmes ont surgi. Dans le scénario original, Zaroff était accompagné par un léopard. Un léopard et une dresseuse furent donc amenés du zoo de San Diego. Mais l'animal s'était littéralement perdu dans la jungle du studio. On l'a remplacé par une meute de dogs allemands. Certains de ces chiens appartiennent au comique Harold Lloyd. Le roi du slapstick fut fort mécontent de voir ces gentils toutous peints en noir. Au cours du tournage de la scène des marais, Leslie Banks a été cruellement mordu au postérieur. Le dresseur prétendit que ces chiens d'une grande douceur n'avaient pu commettre un tel forfait. Banks lui répliqua alors « Bien, alors j'en conclus que cette morsure m'a été infligée par le caméraman. » À l'époque où il incarne Zaroff, Leslie Banks, née en 1890, est l'une des 3 plus grandes vedettes de Broadway. Sa célèbre cicatrice n'était pas l'œuvre des maquilleurs de la RKO, mais une séquelle d'une blessure reçue pendant la Première Guerre mondiale. It was in Africa that the Cape Buffalo gave me this. That must have been a close call. Yes, it still bothers me sometimes. Il offre ainsi à la caméra 2 profils différents, celui d'un gentleman raffiné et celui d'un être au physique torturé, proche de la monstruosité. No, no, no. Le film sort aux États-Unis le 9 septembre 1932, distribué par la RKO. Il devient immédiatement un classique. Le 15 novembre 1934, il sort en France. Le doublage dans la langue de Molière a été réalisé par Henri Diamant-Berger qui vient de terminer un remake parlant des 3 Mousquetaires. Toute l'équipe se retrouve quelques mois plus tard pour le tournage de King Kong.
Ces décors de jungle conçus par Willis O'Brien, dessinés par Mario Larinaga et Byron Crabb, s'inspirent ouvertement des gravures sur bois que Gustave Doré créa pour illustrer la Divine Comédie. Si Ernest fut le principal responsable de la réussite de Zaroff, je reste le véritable moteur créatif de Kong. J'ai travaillé plus de 3 ans sur le scénario et la préparation des effets spéciaux. L'origine du projet se trouve pour une grande part dans la découverte d'une espèce inconnue de fossiles vivants, le varan de Komodo, dont 2 spécimens furent exhibés en 1926 aux zoos du Bronx. Cette vision d'un autre âge éveilla chez les Américains un véritable intérêt pour les récents et spectaculaires progrès de la paléontologie. Les dinosaures étaient devenus un point d'attraction central susceptible de se transformer en superbes monstres de cinéma. Lors de la première du Monde perdu, dont les créatures avaient été conçues par Willis O'Brien, Ernest et moi avons pensé la même chose au même moment. Quelques jours plus tard, nous avons rencontré le génie des effets spéciaux qui allait donner vie à notre créature. En fait, Willis O'Brien a travaillé avec moi sur 4 films et il en a fait 8 avec Marianne. Dès l'âge de 14 ans, Willis travaillait déjà sur les effets spéciaux. Il a inventé la technique du stop motion, le tournage image par image d'une marionnette animée. C'était un véritable géotrouve-tout, modelant des créatures fantastiques et les rendant vivantes. Willis O'Brien a su mettre en forme les rêves qu'il habitait et lui qui fabriquait des mondes imaginaires a dû faire face à l'horreur de la vie. Sa femme et ses enfants sont morts tragiquement dans un accident. C'est peut-être pour cela que ces monstres sont tellement humains. Mon grand monstre à moi devait évoquer les premiers âges de l'humanité, le passage du singe à l'homme. Plus encore que dans Zaroff, le thème de la fragilité de notre civilisation irrigue une impressionnante fable poétique. Le désir ardent, sauvage et destructeur du roi Kong pour la blonde américaine reflète peut-être ma frustration pour la douce et malheureuse Fay Wray. C'est donc le grand singe qui retire délicatement les vêtements de la jolie femme, s'enivrant du parfum délicat qui subsiste au bout de ses doigts, dévoré par un impossible amour. Au moment de tourner la scène des avions mitraillant King Kong, je me souviens avoir dit à Ernest « On enfile les combinaisons de vol. Je fais le commandant d'escadrille et toi le chef observateur. » En incarnant moi-même le chef des aviateurs qui ouvre un feu mortel sur le grand singe, j'ai peut-être cherché à évacuer la frustration de cet amour platonique avec mon actrice. Le film est prêt en mars 1933. Le succès est instantané. Un succès qui entraîne inévitablement la mise en chantier d'une suite. Face à cette demande, Marianne et moi sommes pris au dépourvu. Ma femme trouve la solution en recyclant la vieille devise de Broadway « Si tu ne peux pas faire plus grand, fais le plus drôle ». Sans prétendre rivaliser avec le film d'origine, Le Fils de Kong s'avère être une authentique réussite, renouvelant le miracle poétique de King Kong. L'horreur et la violence du premier film ont laissé la place à la tendresse et à l'humour. Les effets spéciaux de Willis O'Brien s'avèrent encore plus réussis que ceux du film original. En février 1933, Selznick quitte ses fonctions à la tête de la RKO et part à la MGM. Le conseil d'administration de la compagnie décide alors qu'un seul homme est capable d'assumer cette succession, mon associé Merian Caldwell Cooper. Parmi ses productions, il y a la remarquable Patrouille perdue de John Ford. Bien avant l'entrée en guerre des États-Unis, Merian Caldwell Cooper abandonne Hollywood pour apporter sa contribution à la lutte contre le fascisme. Il s'envole pour la Chine, avec le grade de colonel, pour seconder le général Chennault, le chef de l'escadrille des Tigres volants. 4 années durant,
Cooper organise les raids aériens des volontaires américains et chinois combattant l'armée impériale japonaise. Après la guerre, je reviens au cinéma et reprends ma collaboration avec Ford. En 1949, il produira notre dernier film. Ce sera le 3e et dernier volet de la trilogie des grands singes, Mighty Joe Young. Ce film s'assume ouvertement comme un divertissement familial bon enfant. Of movie you've been waiting to see as John Ford and Miriam C. Cooper present Mighty Joe Young. L'amitié d'une adolescente pour un gentil gorille géant recycle bien des thèmes des deux précédents films, mais en évacuant toute forme de violence et de tragédie. La patte de John Ford se trouve dans la présence d'un de ses acteurs fétiches, Ben Johnson, et dans la scène où Monsieur Joe est capturé au lasso par des cow-boys. Excitement and suspense. See Mighty Joe Young as he savagely resists capture in his native Africa. Oh! Mighty Joe Young! The picture that's alive with the most sensational action thrills ever filmed. Mightier than King Kong. Mighty Joe Young! L'alchimie fonctionne à merveille entre Ford et Cooper, deux hommes pourtant connus pour leur caractère difficile. Je suis bien placé pour le savoir. À travers Ford, Marianne rencontre John Wayne. Ils décident de fonder Argosy, leur société de production indépendante. La plupart des chefs-d'œuvre de John Ford et John Wayne ont été produits par Marianne. Le massacre de Fort Apache, La charge héroïque, Rio Grande et La prisonnière du désert. Mais au bout de 18 mois, 2 attaques cardiaques l'obligeront à lever le pied et à abandonner le métier. Pas facile de devoir se poser définitivement lorsque l'on a passé sa vie à parcourir le monde. Mais les plus grands voyages sont ceux qu'on fait à l'intérieur de soi. C'est de cela en tout cas que j'ai le plus appris. C'est par un mystérieux mélange de réalisme cruel et de poésie surréaliste qu'Ernest Beaumont Schoedsack et Marianne Caldwell Cooper ont imposé leur marque dans l'histoire du cinéma. Leur vie et leur carrière respectives ne se sont pas limitées à leur seule collaboration. Mais c'est bien dans leurs œuvres communes que l'on retrouve cet inoubliable parfum d'aventure et de rêve qui nous emporte à chaque nouvelle vision. Ils furent des années durant les seuls aventuriers d'Hollywood capables de porter à l'écran la poésie de leur univers si particulier.